Thibaut, je t'en supplie. Je t'ai donné tout mon empire. Ne me vole pas mon dernier souffle. C'est fini. Non, Thibaut! S'il vous plaît, ne partez pas! Je gisais, gravement malade. Chez moi, pendant ce temps, mon mari emmenait toute sa famille en vacances de luxe. Avant de partir, il a même caché mes médicaments. Quand ils sont rentrés le 74e jour et qu'ils ont ouvert la porte, il s'est figé sous le choc. Il avait jeté les médicaments qui me maintenaient en vie à la poubelle, me laissant alité et sans défense, juste pour pouvoir s'envoler tranquillement vers une destination de rêve, en attendant le jour où il toucherait mon héritage. Cependant, ma belle famille cupide n'aurait jamais imaginé ce qui se passerait à leur retour. Ce qui les attendait avec leur valise de créateurs, ce n'était pas une fortune colossale, mais un piège redoutable, un piège qui allait les jeter tous sous un pont, par une nuit glaciale. Que s'est-il passé exactement? Je gisais immobile sur un matelas luxueux, au milieu d'une immense chambre de maître, dans un sublime triplex du 8e arrondissement de Paris. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre chacune de mes respirations. Cette maladie féroce avait aspiré toute mon énergie vitale, transformant la femme forte qui gérait seule toutes nos entreprises en une ombre mourante. Ma vie n'était maintenue que par une thérapie expérimentale privée, non remboursée par la sécurité sociale, que je devais prendre à la même heure chaque jour. Le vent glacial de l'hiver parisien hurlait contre les grandes baies vitrées. Malgré le chauffage, je ressentais un froid perçant, un froid qui s'infiltrait dans chaque os, chaque articulation, chaque vaisseau sanguin. Mon corps me faisait atrocement souffrir. Depuis 3 jours, je n'avais pas pu me lever seule de ce lit, pas même pour marcher jusqu'à la cuisine et me préparer une infusion à la camomille. J'ai fermé les yeux, essayant de réprimer la nausée qui montait dans mon estomac. Des rires et des conversations animées provenaient du salon, brisant le silence douloureux de ma chambre de malade. C'étaient les voix de ma belle-mère. Béatrice, est ma belle-sœur. Chloé. Elle discutait avec enthousiasme des tenues qu'elle porterait pour se promener sous les palmiers de Dubaï. Puis, j'ai entendu le bruit des roulettes de valises sur le parquet en chêne massif. Mon mari, Thibaut, finissait de préparer ses affaires dans son bureau. Avec la dernière once de mes forces, j'ai tendu le bras et tapoté faiblement mon verre contre la table de nuit pour faire du bruit. J'espérais que quelqu'un entrerait. Après un instant, la porte de la chambre s'est entr'ouverte. Thibaut est entré. Il portait déjà un costume sur mesure qui dégageait la forte odeur d'une eau de Cologne hors de prix. Il m'a regardé avec une froideur absolue, sans la moindre trace de pitié ou d'inquiétude. Je l'ai appelé dans un murmure. « Thibaut, c'est l'heure de mes médicaments. S'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau et le flacon de pilules sur la coiffeuse. » Thibaut a croisé les bras et a poussé un profond soupir de pure exaspération. Avec une désinvolture déconcertante, il a répondu « Tu es une nuisance constante. Tu réclames tes médicaments toutes les 5 minutes. Ça fait combien de temps que tu les prends? De toute façon, on a dépensé une fortune et il n'y a aucune amélioration. Reste là. Tu te lèveras pour les prendre toi-même plus tard. Toute la famille est occupée à se préparer pour l'aéroport. Personne n'a le temps d'être à ton service. » Je me suis figée, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. J'ai demandé d'une voix tremblante. « De quoi parles-tu? Où va la famille alors que je suis allongée ici? » « Malade. Qui va me préparer un bouillon de volaille? Qui va me donner mes médicaments? » Béatrice est apparue dans l'encadrement de la porte, suivie par Chloé. Le visage de ma belle-mère s'est tordu en une grimace de pur dégoût. Ses yeux étaient pleins de mépris alors qu'elle regardait sa belle-fille, qui maigrissait de jour en jour à cause de la maladie. Elle a pris un ton arrogant. « Nous partons faire un grand voyage. Nous avons acheté les billets le mois dernier, juste parce que tu es malade. On devrait annuler des vacances prévues depuis si longtemps. Tu restes à la maison, à seule. Débrouille-toi. Sitôt as faim. Commande à manger sur ton téléphone et prends tes pilules toute seule. » Thibaut,
a travaillé dur toute l'année pour faire vivre cette famille. Il a le droit de se reposer et de s'amuser. Entendre des mots aussi cruels de la part de ma propre belle-mère m'a brisé le cœur. La vérité, c'était que tout, du luxueux triplex dans lequel il vivait, jusqu'à l'entreprise que Thibaut dirigeait, tout avait été bâti avec mon argent et ma sueur. J'avais caché ma véritable identité, celle de l'héritière d'une famille de milliardaires de l'immobilier. J'avais accepté le rôle d'une épouse ordinaire. Je m'étais effacée juste pour protéger le fragile ego de mon mari. Je lui avais donné le titre de président-directeur général pour qu'il se sente important devant sa famille et ses amis, et maintenant que je tombais malade, il me considérait comme un fardeau. Un parasite inutile. Chloé, à la belle-sœur qui passait son temps à me flatter pour me soutirer de l'argent pour ses virées shopping, s'est jointe à sa mère, Joséphine. Repose-toi à la maison. On ne part que pour 1 mois ou 2. Ne fais pas ton enfant gâté avec Thibaut. Il est déjà épuisé par la pression au travail. Ils sont tous retournés dans le salon, me laissant complètement seule dans la chambre glaciale. J'ai fixé le plafond, alors que les larmes trempaient mon oreiller. La cruauté des personnes que je considérais comme ma famille, des personnes que j'avais aimées et soignées de tout mon cœur, se révélait d'une manière effroyable. Ils étaient excités par leur voyage de luxe, ignorant totalement le fait, sans soins et sans médicaments à temps. Je pouvais mourir. L'horloge a sonné 11 heures du soir. Il était temps pour la famille de Thibaut de se rendre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour attraper leur vol de nuit. Dans la chambre, une douleur aiguë a commencé à me tordre le ventre, la conséquence directe de la dose de médicaments que j'avais manquée. L'agonie irradiait de mon abdomen jusqu'à ma poitrine. Et me coupant le souffle, je transpirais à grosses gouttes. Même si une tempête glaciale faisait rage dehors, j'ai entendu les pas de Thibaut s'approcher. Je gardais l'espoir qu'à la toute dernière seconde, avant de partir, sa conscience de mari se réveillerait. J'espérais qu'il me laisserait une bouillotte et me tendrait mes pilules. Mais la réalité est toujours plus vicieuse qu'on ne l'imagine. Thibaut s'est approché de la coiffeuse. Là se trouvaient les flacons de mon traitement spécialisé, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'était ma seule bouée de sauvetage. La seule chose qui stoppait la progression des cellules malades dans mon corps. Au lieu de les tendre à sa femme, il a balayé chaque flacon de la table. De sang-froid, les a jetés dans la poubelle dans le coin de la pièce. Le bruit des boîtes en plastique percutant le fond du bac a été sec et creux, fracassant la dernière once d'espoir dans mon cœur. J'ai paniqué. J'ai essayé de m'asseoir, mais mon corps était complètement paralysé. J'ai hurlé avec un désespoir écrasant. « Que fais-tu ? Thibaut, tu veux me tuer. Donne-moi mes médicaments. » Thibaut a tourné la tête et m'a regardé. Le sourire sur ses lèvres était cruel et glacial. Il s'est approché du lit. On s'est penché et m'a murmuré à l'oreille. Ses mots étaient tranchants comme des poignards. « Arrête ton cinéma. Joséphine, le médecin a dit que ta maladie était incurable. Chaque jour supplémentaire que tu vis ne fait que prolonger tes souffrances. Il vaudrait mieux que tu partes vite pour libérer cette famille. Ne t'inquiète pas. Quando seras morte, je prendrai bien soin de l'entreprise, de ma mère et de Chloé. Tous ces biens seront à moi maintenant. Tu n'as plus rien à voir avec tout ça. » J'ai fixé cet homme qui était mon mari depuis des années, totalement muette, horrifiée par ses intentions sinistres. Non seulement mon état lui importait peu, mais il était si impitoyable qu'il voulait me tuer à petit feu pour s'emparer de l'empire que j'avais bâti avec tant de sacrifices, sans me laisser le temps de réagir. Thibaut a enfoncé le clou. J'ai déjà pris toutes tes cartes bancaires. Je prends ton ordinateur portable et ton téléphone aussi. Avant de partir, je vais couper le disjoncteur au tableau électrique et fermer l'arrivée d'eau principale. Ah, et cet après-midi, j'ai changé le code de la serrure connectée de la porte d'entrée. Profite bien du reste de ta vie. Ne seul. Dans cet endroit, personne ne viendra te sauver. Sur ces mots, il a tourné les talons
et est sorti. La porte de la chambre s'est refermée dans un bruit sourd. 1 minute plus tard, toutes les lumières du triplex se sont éteintes. Le système de chauffage s'est arrêté dans un faible bourdonnement. De l'extérieur, le bruit du verrou de sécurité a retenti, signifiant que la famille de mon mari était officiellement partie, m'enfermant dans l'obscurité, le froid glacial et un isolement total. Je suis restée allongée là. Mes larmes ont séché, remplacées par une haine sans limite, une haine vertigineuse. La cruauté de Thibaut avait franchi toutes les limites de la décence humaine. Il voulait que je meure de faim, de déshydratation et de la torture de ma maladie. Dans ma propre maison, il était convaincu que j'étais une femme sans famille, parce que pendant tout ce temps, je lui avais menti, lui disant que mes parents étaient très pauvres. J'avais prétendu qu'ils vivaient dans un petit village perdu de la Creuse et que j'avais coupé les ponts. Il ne se doutait pas que sous mon apparence fragile se cachait le plus grand secret de ma vie. La pièce a plongé dans une obscurité totale, le froid a commencé à s'emparer de la pièce et la douleur physique est devenue exponentiellement plus intense. J'étais pleinement consciente de mon état. Sans médicaments et sans eau, je ne tiendrais pas plus de 24 heures, mais je refusais de mourir en vain. D'une manière aussi pathétique, je devais vivre pour démasquer ces monstres ingrats, vivre pour récupérer ce qui m'appartenait de droit. Un instinct de survie féroce s'est réveillé en moi. J'ai commencé à rassembler les restes de mes forces, mordant ma lèvre jusqu'au sang pour concevoir un plan afin de me sauver. L'obscurité qui engloutissait ce luxueux appartement ressemblait maintenant à un tombeau de glace. Mon corps brûlait d'une forte fièvre, mais mes mains et mes pieds étaient froids, comme la pierre. Chaque vague de douleur poignardante dans mes organes me forçait à serrer les dents encore plus fort pour ne pas perdre connaissance. Je savais que si je fermais les yeux à ce moment-là, je ne les rouvrirais jamais. Thibaut avait pris mon smartphone et mon ordinateur, coupant tous mes moyens de communication habituels, mais il ne se doutait pas de la prudence extrême qui était devenue ma seconde nature en tant que femme d'affaires, sous les draps, cachée dans le coin le plus profond sous le matelas. J'avais dissimulé un vieux téléphone à clapet avec une batterie d'une durée de vie infinie. Je ne l'avais jamais utilisé en public. C'était une habitude paranoïaque que j'avais développée à mes débuts dans le monde des affaires, toujours par crainte des risques imprévus et de l'espionnage industriel. Je n'aurais jamais pensé que cet appareil archaïque, que je considérais comme pratiquement inutile, deviendrait ma seule bouée de sauvetage à la frontière entre la vie et la mort. Avec une immense difficulté, j'ai basculé mon corps. Glissant lentement sur le matelas, chaque mouvement microscopique ressemblait à des milliers d'aiguilles transperçant ma peau. La sueur trempait ma chemise de nuit en soie. Il m'a fallu près d'une demi-heure pour atteindre le bord du lit et tâtonner l'espace sous le lourd matelas. Mes doigts tremblaient, raidis par le froid, cherchant à l'aveugle dans l'interstice étroit. Enfin, j'ai touché la coque en plastique dur du téléphone. Quand j'ai réussi à le sortir, une vague de soulagement profond m'a envahi. Son écran monochrome s'est allumé faiblement dans le noir. L'indicateur de batterie montrait une charge complète. À la vue de cette petite lumière vacillante, j'ai commencé à sangloter. Mes larmes ont éclaboussé l'écran. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tapé les chiffres gravés à jamais dans ma mémoire. Un numéro que je n'avais pas osé composer depuis des années, le téléphone personnel de mon père biologique, Alexandre. En réalité, je n'étais pas une orpheline ordinaire. Comme le croyait la famille de Thibaut, j'étais la fille biologique d'Alexandre et Éléonore, les fondateurs de l'un des conglomérats immobiliers les plus prestigieux de France. À cause de quelques malentendus de jeunesse et de mon désir de protéger mon amour pur pour Thibaut des jugements de la société sur nos différences de classe, j'avais choisi de vivre indépendamment et de cacher ma véritable identité. Mes parents étaient furieux à l'époque, mais ils continuaient de me protéger discrètement de loin. J'avais utilisé l'argent de mon fonds de placement personnel pour bâtir ma carrière. J'avais effacé mes traces auprès de ma belle famille et accepté d'être une épouse modeste. Tout cela pour obtenir ce que je croyais être leur amour familial sincère,
Maintenant, au bord d'une mort orchestrée par mon propre mari, je réalisais à quel point cette erreur avait été fatale. Le téléphone a sonné 3 fois avant que quelqu'un ne décroche. Même s'il était minuit passé, la voix grave et autoritaire de mon père a résonné clairement. « Allô ?» Qui est à l'appareil, a-t-il demandé. « Papa. C'est moi. Joséphine. Ta fille. Papa. Aide-moi. » ai-je répondu d'une voix rauque et faible. Interrompu par des halètements de douleur, un bref silence est tombé sur la ligne, a suivi d'un bruit fracassant, comme si un objet en verre était tombé et s'était brisé. En arrière-plan, j'ai entendu la voix terrifiée de ma mère, Éléonore, demandant si c'était sa petite fille et suppliant qu'on lui passe le téléphone. Mon père a essayé de garder son sang-froid, mais sa voix s'est brisée de pure angoisse. « Joséphine, où es-tu? Que t'est-il arrivé? Maman et papa sont là. Explique-moi ta situation tout de suite. N'aie pas peur, nous sommes là. » J'ai ravalé ma douleur et décrit clairement ma situation. Je suis gravement malade. Ma belle famille m'a enfermée dans mon appartement. Ils ont coupé l'électricité et l'eau. Ils ont jeté tous mes médicaments vitaux et ont quitté le pays. Je ne peux plus marcher. Et ils ont changé le code de la porte. Papa, envoie tes hommes défoncer la porte et me sauver. S'il te plaît. Tout fait vite. J'ai tellement mal. Sans poser une seule question inutile, la nature décisive d'un grand patron a instantanément pris le dessus. Mon père a aboyé des instructions fermes. N'éteins pas ce téléphone. Ne raccroche pas. Maman et papa sont en route à la seconde même. L'appel s'est terminé. J'ai serré le téléphone fermement contre ma poitrine. La pièce était toujours sombre et glaciale, mais une étincelle de chaleur ardente s'était allumée dans mon cœur. Le sang est le plus sacré des liens. Ils ne vous trahissent jamais et ne vous abandonnent jamais dans vos heures les plus sombres. J'ai fermé les yeux avec un sentiment de paix, attendant que la lumière de la vie défonce ma porte. En même temps, j'ai planté une graine de ressentiment venimeux au plus profond de mon âme, me jurant à moi-même que je ferais payer à ces parasites ingrats un prix dévastateur. L'attente m'a semblé interminable, comme si des siècles s'écoulaient. Le froid de la nuit parisienne continuait de pénétrer mon corps défaillant. J'ai commencé à perdre connaissance. Des flashs de mon enfance heureuse avec mes parents défilaient dans mon esprit, alternant avec l'image cruelle de Thibaut, jetant mes flacons de médicaments à la poubelle. Soudain, un fracas énorme a résonné depuis le salon, faisant trembler tout l'appartement. Le crissement assourdissant d'une scie à métaux a brisé le silence, suivi du bruit lourd de bottes de combat se précipitant dans le couloir. Les faisceaux de lampes torches tactiques ont balayé chaque recoin, chassant l'épaisse obscurité. La porte de ma chambre a été violemment forcée. La lumière aveuglante m'a fait plisser les yeux. Dans l'éblouissement, j'ai distingué une silhouette familière. Mon père, Alexandre, un homme qui portait toujours un masque d'autorité absolue dans le monde des affaires, courait maintenant vers mon lit avec un visage pâle. Au frappé de panique, juste derrière lui se trouvait ma mère, flanquée d'infirmiers urgentistes d'un service d'ambulance privé d'élite qu'ils avaient instantanément mobilisé. Ma mère s'est jetée sur moi, enveloppant mon corps glacé de ses bras, sanglotant de manière hystérique et hurlant mon prénom. Ses larmes chaudes sont tombées sur mes joues, portant un amour inconditionnel et infini. Mon père se tenait sur le côté, sa grande main tremblante serrait la mienne avec force. Il a tourné la tête et a hurlé à l'équipe médicale privée, vérifiez ses constantes tout de suite, injectez des stimulants cardiaques, faites tout ce qu'il faut pour sauver la vie de ma fille. Le médecin-chef s'est précipité, a vérifié mon pouls avec expertise, mesuré ma tension artérielle et a ordonné à l'infirmière de poser une perfusion. Il a immédiatement diagnostiqué un état de choc aigu dû à la privation de médicaments essentiels ainsi qu'une hypothermie sévère, ordonnant mon transfert immédiat vers l'hôpital américain de Paris à Neuilly.
directement en unité de soins intensifs VIP, avec des mouvements rapides et précis. Ils m'ont enveloppé dans d'épaisses couvertures thermiques et m'ont transféré sur un brancard, alors que l'équipe médicale me sortait de l'appartement. J'ai vu la garde rapprochée de mon père déjà alignée dans le couloir. Mon père s'est arrêté un instant au centre du salon, regardant autour de lui cet appartement glacial et sans électricité. Une colère insondable se reflétait dans ses yeux. Il a aboyé un ordre à son assistant de direction, qui se tenait à proximité. Laissez une équipe ici pour surveiller cet endroit exactement tel qu'il est. Extrayez toutes les images de vidéosurveillance des serveurs de l'immeuble. Comment osent-ils faire une chose d'une telle méchanceté à ma fille? Je vais leur montrer ce que signifie supplier pour mourir. L'ambulance privée a foncé toute sirène hurlante, déchirant le silence de la nuit parisienne vers le meilleur établissement médical du pays. À l'intérieur de la cabine chauffée, ma mère refusait de lâcher ma main, caressant sans fin, mes cheveux trempés de sueur. Mon père était assis en silence dans un coin. Ses yeux étaient injectés de sang alors qu'il ravalait son chagrin et sa rage. « Pardonnez-moi. Papa. Maman. » Et je murmurais à travers le masque à oxygène. Ma mère a rapidement pressé un doigt sur mes lèvres avec une immense tendresse pour me faire taire. Elle m'a supplié de ne pas parler pour économiser mes forces, me disant que nous y étions presque et qu'il m'avait retrouvée, que plus personne ne pourrait jamais me faire de mal. Cette nuit-là, la bataille pour sauver ma vie a fait rage dans la salle de déchocage privée, grâce aux équipements médicaux de pointe et aux médicaments hors de prix garantis par la fortune de ma famille. Les battements de mon cœur ont lentement commencé à se stabiliser. Après avoir passé le cap critique, j'ai sombré dans un sommeil profond et sûr. Pour la première fois après des années passées à être une épouse et une belle-fille effacées, j'ai ressenti ce que signifiait la véritable protection. L'ange de la mort avait frappé à ma porte, mais l'étreinte de ma famille m'avait arraché à l'abîme. Je me suis réveillée alors que la chaude lumière matinale du soleil filtrait à travers l'immense fenêtre de ma suite d'hôpital. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit d'horreur, et ma santé rebondissait miraculeusement sous les soins intensifs des meilleurs spécialistes et l'amour infini de mes parents. Chaque jour, on me nourrissait d'un bouillon doses biologiques, riche en nutriments et de compléments alimentaires haut de gamme, le tout intégré aux protocoles thérapeutiques les plus avancés. Ce matin-là, ma mère m'avait apporté un bol de soupe reconstituante incroyablement parfumée. Pendant qu'elle me donnait à manger, elle me racontait doucement des potins mondains pour me remonter le moral. Mon père est entré dans la chambre en tenant une tablette tactile. Son visage était calme, mais ses yeux portaient un tranchant implacable. Il a tiré une chaise, s'est assis près de mon lit et a parlé avec autorité. « Joséphine, regarde ça. » L'équipe d'investigation a repris le contrôle de tous tes comptes personnels. J'ai pris la tablette et j'ai fait glisser l'écran. Ma boîte mail privée était inondée d'alertes rouges de ma banque. En même temps, des onglets étaient ouverts sur les pages des réseaux sociaux de Chloé et Béatrice. Pendant que je luttais pour ma vie en France, ma belle famille menait la grande vie à l'étranger, avec l'argent que j'avais saigné pour gagner. Sur son Instagram, Chloé postait frénétiquement des photos, se géolocalisant devant des monuments célèbres à Dubaï. Elle portait un luxueux manteau et tenait un sac Chanel d'une valeur de 15 000 €. Souriant à pleines dents sous les palmiers, sa légende transpirait l'arrogance, affirmant que la vie est courte et qu'il faut profiter du luxe que son grand frère lui offrait. Béatrice n'était pas en reste. Elle faisait constamment des vidéos en direct sur Facebook, se vantant auprès de ses proches restés dans leur petite ville de province, montrant ses dîners dans des restaurants étoilés à Monaco et ses séjours dans des complexes 5 étoiles aux Maldives. Dans les commentaires, quand une cousine éloignée demandait des nouvelles de sa belle-fille malade restée à la maison, Béatrice tapait avec une audace absolue que la vie et la mort étaient entre les mains de Dieu, que la famille avait fait tout ce qu'elle pouvait, et que si ce n'était pas suffisant, il n'y avait rien de plus à faire. Elle ajoutait qu'il rentrerait un jour pour organiser les funérailles, ce qui serait la preuve de leur grande dévotion. À côté de ces phototapes, à l'œil se trouvait un relevé de cartes de crédit stupéfiant,
Thibault utilisait une carte secondaire reliée à mon compte d'entreprise pour dépenser sans compter des montres Rolex, des bijoux en diamant, des factures d'hôtels de luxe et des locations de voitures de sport décapotables pour des promenades sur la côte. En moins de 20 jours, le montant qu'ils avaient dilapidé dépassait les 150 000 €. En voyant ces chiffres danser sur l'écran, mon cœur ne ressentait plus de douleur ni de désespoir, mais un calme terrifiant et glacial. La trahison avait gelé, se cristallisant en une détermination dure comme de l'acier. Ils croyaient que je pourrissais dans cet appartement, célébrant par avance la liquidation de mes biens. Ils considéraient que ma vie ne valait rien. Utilisant mon argent pour nourrir leur cupidité sans fond, mon père a brisé le silence, demandant « Que veux-tu faire de ça ? Si tu veux, je peux bloquer toutes leurs cartes à l'étranger tout de suite et les laisser à la rue. » J'ai secoué la tête et posé la tablette sur la table. Ma voix était calme, mais résolue. « Pas besoin. Papa, laisse-les gaspiller autant qu'ils veulent. Laisse-les voler aussi haut que possible dans leur illusion de richesse. Je veux qu'ils profitent de leurs 74 jours de vacances exactement comme ils l'ont prévu. Pendant ce temps, je vais me rétablir complètement, je vais récupérer tous les documents légaux, transférer la propriété de tous les actifs et révoquer officiellement le mandat de président de Thibault. Je veux qu'ils rentrent avec leurs valises de luxe, qu'ils ouvrent cette porte et qu'ils mettent les pieds directement dans leur pire cauchemar. Je reprendrai chaque centime et je leur ferai ressentir ce que c'est que de tout perdre en une fraction de seconde. » Mon père a souri, immensément satisfait. Il a caressé ma tête, les yeux brillants de fierté, et m'a dit que j'étais vraiment sa fille. Il m'a assuré que l'équipe juridique du conglomérat s'occuperait de toutes les affaires de l'entreprise et de la paperasse, et que mon seul travail était de me concentrer sur mon rétablissement. Au cours des semaines de convalescence suivantes, j'ai tissé discrètement une toile massive et inéluctable. Les 74 jours d'extravagance de la famille de Thibault à l'étranger étaient aussi mes 74 jours de transformation, me débarrassant de toute ma faiblesse et de ma soumission pour redevenir enfin celle que j'étais vraiment, une femme d'affaires impitoyable prête à affronter l'adversité et à sortir les poubelles de ma vie. Cette histoire de vengeance ne faisait que commencer. Le temps a filé. Ces 74 jours ont passé comme un long rêve chargé d'émotions. Pendant les premiers jours en réanimation, j'ai dû combattre des douleurs physiques atroces. Les lourds traitements antibiotiques m'ont laissé complètement épuisée, mais à chaque fois que j'ouvrais les yeux et que je voyais le regard protecteur et féroce de mon père et le sourire réconfortant de ma mère, je me rappelais que je ne pouvais pas abandonner. Je devais vivre, pas seulement pour moi, mais pour les gens qui m'aimaient inconditionnellement. Au 30e jour, mon corps a commencé à montrer des améliorations massives. Je pouvais me lever seul de mon lit et marcher dans les jardins privés et luxuriants de la clinique. Le régime hyperprotéiné élaboré par des nutritionnistes d'élite m'a aidé à reprendre mon poids. Ma peau, auparavant cendrée et sans vie, a retrouvé son éclat rosé. Mes cheveux étaient redevenus brillants et doux. Debout devant l'immense miroir de ma salle de bain attenante, je reconnaissais à peine la femme émaciée aux cernes noires d'il y a 1 mois. À la place, je voyais un visage radieux, un regard perçant et une posture incroyablement imposante. Pendant ma convalescence, mes parents n'ont jamais abordé le sujet de ma belle famille pour m'éviter tout stress, mais je savais parfaitement que pour arracher ce mal à la racine, je ne pouvais pas me fier aux larmes ou à la haine. J'avais besoin de la loi et d'une précision froide et calculée. J'ai demandé à mon père d'organiser une réunion avec l'avocat principal du groupe, Maître Beaumont, le directeur du département juridique. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les litiges d'entreprise les plus impitoyables, il est venu en personne à la clinique pour travailler avec moi chaque après-midi. Nous avons examiné chaque document concernant mon patrimoine. Le luxueux triplex parisien, où j'avais failli perdre la vie, était un bien que j'avais acheté avant le mariage. Grâce au fonds de mon patrimoine personnel, l'acte de propriété était à mon seul nom
Thibault n'avait absolument aucun droit légal dessus. Quant à la société, je l'avais fondée avec mes propres capitaux, mais voulant protéger l'ego de Thibault devant ses proches, j'avais rédigé une délégation de pouvoir devant notaire, le nommant président-directeur général, tandis que je m'effaçais dans un rôle administratif discret. Maître Beaumont a soigneusement examiné chaque page des dossiers, analysant la situation avec une précision chirurgicale. « Madame, d'un point de vue légal, vous détenez 95% des actions de la société, par action simplifiée. Monsieur Thibault n'est qu'un simple salarié agissant en tant que président sous un mandat révocable que vous avez accordé. À tout moment, vous pouvez convoquer une assemblée, révoquer son mandat social et le déchoir de son titre sans son consentement. Les cartes bancaires qu'il utilise pour brûler de l'argent à l'étranger sont des cartes secondaires directement liées à votre compte professionnel principal. » En entendant cela, j'ai souri avec cynisme. C'était un sourire amer face à ma stupidité passée, mais aussi le sourire de l'échec et mat dans la partie qui se jouait. J'ai ordonné à Maître Beaumont de rédiger immédiatement tous les documents légaux nécessaires. Premièrement, une résolution du conseil d'administration révoquant Thibault de son poste de président. Deuxièmement, la révocation de toutes ses délégations de pouvoir et de ses signatures autorisées au sein de l'entreprise. Troisièmement, une ordonnance pour geler tous les comptes joints et les cartes de crédit secondaires. En attente de mon signal exact pour l'exécution, toutes les manœuvres juridiques et de protection des actifs ont été exécutées dans le secret le plus total, soutenues par la puissance de feu juridique et le vaste réseau de ma famille milliardaire, pendant que j'étais plongé dans les tableaux de bord, les contrats et les clauses juridiques à Paris. La famille de Thibault était toujours ivre de sa fausse illusion de richesse extrême. Il postait régulièrement des mises à jour de banquets somptueux et de virées shopping de luxe. Il dépensait l'argent forgé de mon sang et de ma sueur, avec la mentalité d'héritier qui attendait juste que le testament d'une femme morte soit validé par le notaire. Le contraste entre mes calculs froids ici et leur pure stupidité cupide là, bas, rendait le piège que je préparais encore plus parfait. Le 70e jour, le médecin-chef m'a officiellement déclaré guéri à 100%. Toutes mes constantes et mes résultats d'analyse étaient optimaux. La maladie avait été entièrement supprimée. J'ai demandé à mes parents la permission de quitter la clinique et de retourner à mon triplex parisien pour préparer le terrain du plus grand chapitre de ma vie. Mon père a accepté, mais il a insisté pour déployer sa garde rapprochée d'élite, dirigée par Hugo, un ancien membre des forces spéciales, imposant, avec des compétences létales, en combat rapproché, pour m'escorter. Je suis retourné dans cette maison qui m'était autrefois si familière. L'endroit avait été nettoyé en profondeur et désinfecté par des professionnels, et tous les meubles endommagés avaient été remplacés par le personnel de mon père. L'atmosphère lugubre et déprimante de ces jours d'agonie avait disparu, remplacée par le doux parfum des huiles essentielles de cèdre et de cannelle. J'ai soigneusement choisi une robe en soie rouge cramoisie, assortie d'un élégant châle en cachemire. Je me suis assise à la coiffeuse, appliquant méticuleusement mon rouge à lèvres et ma poudre. Le reflet dans le miroir montrait une femme puissante et sophistiquée qui n'affichait plus la moindre once de vulnérabilité. Je suis allée dans le salon et me suis assise sur le canapé en velours moelleux, savourant une tasse de thé artisanal. Autour de moi, 4 immenses gardes du corps en costume noir sur mesure et lunettes de soleil se tenaient rigidement dans les 4 coins de la pièce. Tout était prêt, le piège était armé, il ne manquait plus que les proies avides pour y tomber la tête. La première, ma transformation au cours de ces 74 jours, n'était pas seulement une renaissance physique, c'était la forge d'une âme déterminée à obtenir une justice absolue. L'horloge a sonné 15 heures. Selon les radars de vol que l'équipe de mon père surveillait, l'avion transportant la famille de Thibault avait atterri à Roissy il y a 2 heures. En ce moment même, ils devaient être occupés à charger leurs valises de créateurs dans un van noir pour rentrer à l'appartement. Mon cœur battait avec une sérénité suprême, sans la moindre trace de peur ou d'anxiété. L'atmosphère dans le salon
était si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale de designer. Hugo, le chef de la sécurité, se tenait à 1 mètre de moi. Sa posture était aussi inébranlable qu'une forteresse. Les 3 autres hommes étaient en état d'alerte maximale, fixant droit devant eux la solide porte d'entrée en chêne massif. Tout dans cette maison dégageait une aura de puissance brute et d'autorité glaçante. Depuis le couloir à l'extérieur, le bruit des roulettes des valises est devenu plus fort, mêlé au rire détendu et bruyant de Thibaut et de sa famille. L'isolation acoustique du triplex était excellente. Mais comme il parlait très fort pour frimer devant les riches voisins, je pouvais clairement entendre chaque mot depuis l'intérieur. La voix de Béatrice était aiguë et tout à fait satisfaite, alors qu'elle disait à Thibaut de faire attention à son nouveau sac Birkin en édition limitée, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, car la moindre égratignure lui briserait le cœur. Elle ajoutait qu'une fois à l'intérieur, il se reposerait un peu. Puis il chercherait sur Internet une bonne entreprise de pompes funèbres, parce que le cadavre de Joséphine devait sûrement déjà pourrir, et qu'il faudrait engager une équipe professionnelle de nettoyage industriel pour que leur luxueuse maison ne pue pas. Chloé soutenait sa mère avec enthousiasme, rappelant à son frère qu'après l'enterrement, il devait appeler son notaire pour mettre l'appartement et l'entreprise à son nom immédiatement. Elle mentionnait qu'elle avait déjà choisi une Porsche et exigeait que son frère la lui achète à la seconde où mon héritage serait réglé. Thibaut riait avec la suffisance d'un homme qui croyait avoir gagné à l'euro-million. Il leur disait de se détendre, assurant que tous les papiers étaient prêts. La procédure de succession serait rapide. Donc l'argent et l'appartement étaient pratiquement à eux, et ils pourraient acheter tout ce qu'ils voulaient. Il les prévenait juste de se préparer psychologiquement à se boucher le nez quand il ouvrirait la porte. J'ai entendu le bip électronique du clavier de la serrure connecté à l'extérieur. Thibaut tapait son code d'accès. Il n'avait aucune idée que la nuit où j'avais été emmené aux urgences, mon père avait ordonné que tout le système de sécurité soit arraché et remplacé. Un bip d'erreur a résonné à travers la porte. Thibaut a marmonné avec agacement, surpris que le code ne fonctionne pas, jurant qu'avant de partir pour l'aéroport, il l'avait changé pour la date d'anniversaire de Chloé. Béatrice a commencé à pleurnicher, lui disant d'essayer encore, parce qu'il avait probablement appuyé sur le mauvais bouton, et qu'elle voulait juste entrer pour reposer ses pieds après le long vol. Thibaut a essayé une seconde fois, et le même bourdonnement d'erreur a retenti. De l'intérieur, j'ai fait un signe de tête à Hugo. Il a hoché la tête en retour, s'est dirigé calmement vers la porte d'entrée, a déverrouillé le pêne de l'intérieur et l'a ouverte en grand. La lourde porte en bois a basculé en arrière. La lumière du couloir a inondé l'entrée directement, illuminant 3 visages frustrés par le décalage horaire. Et puis, en une fraction de seconde, toutes leurs expressions se sont figées. Le sourire suffisant sur le visage de Thibaut s'est évaporé instantanément, remplacé par des yeux si écarquillés qu'ils semblaient prêts à sortir de leurs orbites. Béatrice est restée la mâchoire décrochée, son sac à main de luxe glissant de ses doigts et heurtant le sol avec un bruit sourd. Chloé a trébuché en arrière, se prenant les pieds dans une énorme valise et manquant de s'étaler de tout son long. Devant eux, il n'y avait pas un appartement sombre et saccagé empestant un cadavre en décomposition. Ils regardaient un salon baigné de soleil, sentant les huiles essentielles relaxantes, et au centre de la pièce, assise sur un canapé incroyablement cher. C'était moi. Je portais une robe en soie rouge vif, dégageant l'aura élégante et mortelle d'une reine recevant des traîtres. Autour de moi, 4 hommes massifs en costume noir avec des carrures de professionnels de la sécurité les foudroyaient du regard avec des yeux tranchants comme des rasoirs. J'ai lentement posé ma tasse de thé sur la table basse en verre et j'ai esquissé un léger sourire. C'était un sourire très poli, mais qui a fait chuter la température de la pièce. J'ai parlé d'une voix douce et cristalline. Comment se sont passées vos vacances? Vous êtes rentrés plus tôt que je ne le pensais. Pourquoi restez-vous plantés là comme des statues entrées? La porte est ouverte. Aucun d'eux n'a pu sortir un seul mot. Ils ressemblaient à des gargouilles de pierre cimentées au sol.
La réalité qui se déroulait sous leurs yeux était trop surréaliste, trop terrifiante comparée au fantasme dans lequel ils vivaient depuis 74 jours. La femme qu'ils étaient absolument certains de voir morte de faim et de déshydratation était maintenant assise devant eux, éclatante de santé, d'une beauté à couper le souffle, et ayant le contrôle absolu de ce domaine. Cette surprise mortelle était le premier cadeau de bienvenue que je leur avais préparé. Un silence étouffant a envahi le salon. Béatrice a été la première à sortir de son état de choc. Sa nature dominatrice et son habitude d'agir comme la matriarche de la maison ont rapidement pris le dessus sur sa terreur. Elle est entrée d'un pas lourd, a pointé son doigt avec arrogance droit vers mon visage et a hurlé de sa voix perçante. « Joséphine, tu es vivante. Si tu es vivante, comment oses-tu changer le code de ma maison et qui sont ces voyous profitant de l'absence de ton mari? Tu oses amener des inconnus dans cette maison pour t'amuser. Tu es une effrontée. Tu traînes le bon nom de ma famille dans la boue. » En voyant sa mère prendre les choses en main, Thibaut a instantanément retrouvé son assurance. Il est entré agressivement, jouant le rôle du mari vertueux et trahi. Hurlant pour obtenir une explication, il a déclaré que sa mère avait raison. Il a exigé que je lui explique ce que j'avais fait dans la maison pendant tout ce temps et pourquoi ces gardes du corps étaient là, me prévenant que les règles de sa maison ne m'autorisaient pas à faire ce qu'il me plaisait simplement parce que j'avais été malade. Chloé, cachée derrière sa mère et son frère, est intervenue avec un ricanement, affirmant que j'avais probablement fait semblant d'être gravement malade, juste pour les tromper et les faire sortir de la maison, pour pouvoir organiser des fêtes avec des escortes payées, soulignant que mes vêtements en soie et mon maquillage complet prouvaient quel genre de femme j'étais vraiment. Je suis restée assise dans un silence absolu sur le canapé, les laissant vomir leurs accusations sans fondement et leurs calomnies. Leur théâtre pathétique ne faisait que mettre en lumière leur manque de pudeur et leur âme pourrie. Je me suis levée lentement, lissant ma robe en soie avec un calme profond. Hugo a fait un demi-pas en avant, prêt à intervenir et à faire taire leurs injures verbales, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je me suis dirigée vers l'imposante console en acajou et j'ai ramassé un épais dossier relié. Je me suis approchée lentement de Thibaut et de sa famille. Mon regard glacial a balayé chacun de leurs visages, qui essayaient désespérément de maintenir une façade de supériorité. « Vous avez fini de parler? Si oui, ouvrez grand vos yeux et regardez ça. » Sur ce, j'ai jeté les lourds dossiers directement sur le torse de Thibaut. Le jet a été assez fort pour que le classeur s'ouvre, éparpillant des feuilles partout sur le sol. Des pages couvertes de relevés bancaires et de chiffres ont atterri directement à leurs pieds. C'étaient les copies des relevés de leurs cartes de crédit à l'étranger. Béatrice et Thibaut ont baissé les yeux vers les feuilles, et leurs visages ont commencé à se vider complètement de leur sang. J'ai parlé fort et clairement, récitant chaque dépense de mémoire. Le 15 du mois dernier, Thibaut a dépensé plus de 25 000 € pour une Rolex à Monaco. À cet instant précis, je recevais des chocs au défibrillateur pour une insuffisance cardiaque aux urgences. Le 22, Chloé a utilisé la carte pour acheter 3 sacs Chanel à Dubaï pour 15 000 €. Ce même jour, ils ont dû m'injecter un composé vital à 3 000 € juste pour empêcher mes organes de lâcher. Le 5 de ce mois, Béatrice a claqué 4 000 € dans un dîner étoilé Michelin et des cosmétiques de luxe. Pendant ce temps, sa belle-fille réapprenait à marcher parce que les muscles de ses jambes s'étaient atrophiés à force d'être alités. Ma voix s'est élevée, résonnant sous les hauts plafonds. Au total, votre famille a claqué plus de 250 000 €. En 74 jours, toutes les dépenses ont été facturées sur des cartes professionnelles secondaires liées directement à mon compte bancaire personnel. Vous avez pris mon argent, dépensé le fruit de mon travail. Vous avez pris l'avion pour faire la fête, et vous m'avez laissé dans cette maison après avoir jeté mes médicaments à la poubelle, coupé l'électricité et fermé l'arrivée d'eau, dans une tentative délibérée de m'assassiner, une conspiration de meurtre et de grand banditisme si froide. Pensiez-vous vraiment qu'après ma mort, personne ne le découvrirait? Béatrice tremblait et bégayait.
affirmant que je disais n'importe quoi, que personne n'avait comploté de me tuer, que les pilules étaient tombées dans la poubelle par accident, et que l'électricité et l'eau avaient été coupées à cause d'une panne de réseau. Le visage de Thibaut était livide. Il réalisait que non seulement je savais tout, mais que je possédais des preuves irréfutables. Il a essayé de changer de tactique, adoucissant sa voix et simulant des remords. Il a juré que j'avais tout mal compris, qu'il n'était parti en voyage que parce que les billets n'étaient pas remboursables, et qu'il s'était dit que j'allais simplement appeler une ambulance. Il a ajouté que, puisque j'étais complètement guérie maintenant, en tant que mari et femme, nous devrions résoudre cela à l'amiable. J'ai éclaté d'un rire fort et amer qui a résonné dans tout le triplex. Résoudre cela à l'amiable? Tu n'as même pas le droit de suggérer une chose pareille. Chacune de vos actions ignobles a été enregistrée, depuis le moment où tu as jeté les flacons à la poubelle, jusqu'à la fermeture de l'arrivée d'eau et du disjoncteur. Tout cela a été capturé en très haute définition par une caméra cachée que j'avais installée dans la bibliothèque. N'essayez même plus de le nier. Vos vrais visages ont été exposés. Ma patience et mon amour pour cette famille sont morts avec moi lors de cette nuit glaciale. La personne qui se tient devant vous aujourd'hui est strictement la propriétaire légitime de l'empire que vous avez essayé de voler. Les preuves indéniables et ma déclaration impitoyable ont frappé Thibaut et sa famille comme un seau d'eau glacée. Leur arrogance et leur fierté se sont volatilisées, remplacées par une panique paralysante. Ils se sont regardés les uns les autres, puis ont baissé les yeux vers les relevés bancaires éparpillés sur le sol, et enfin vers les 4 imposants gardes de sécurité prêts à intervenir. Chloé, la belle-sœur éternellement gâtée, a craqué sous la pression et a commencé à pleurer de manière hystérique. Elle a serré son sac à main de créateur contre elle, gémissant et jurant qu'elle ne savait rien, que jeter les médicaments et couper le courant était entièrement l'idée de Thibaut et de sa mère, et elle m'a supplié de lui pardonner parce qu'elle ne voulait pas être impliquée dans un complot de meurtre. En entendant les mots de sa fille, Béatrice lui a lancé un regard d'un venin pur, mais elle-même tremblait si violemment qu'elle tenait à peine debout. Sa posture a changé à la vitesse de l'éclair. Elle a fait un pas en avant, essayant d'attraper ma main avec un ton suppliant et pleurnichard. « Ma douce belle-fille, je sais que j'ai fait une erreur. Tout cela est à cause de la stupidité de Thibaut. Je ne suis qu'une vieille femme. Ma mémoire me joue des tours. Je n'ai pas su bien le conseiller. Pardonne-moi. Mon Ange, s'il te plaît, que pardonne à notre famille juste cette fois. Nous sommes toujours une famille. » Thibaut s'est aussi précipité. Offrant un spectacle de profonde contrition, il a levé les 2 mains en signe de reddition, jurant qu'il avait fait une erreur catastrophique, qu'il devait avoir été possédé par un démon pour faire une chose aussi mauvaise. Il a fait appel à notre mariage, implorant une dernière chance pour réparer tout ça, jurant qu'il me rendrait heureuse pour le reste de ma vie si seulement je ne rendais pas cette affaire publique. Regarder ces 3 personnes jouer cette pièce grotesque devant moi me donnait littéralement la nausée. Leur hypocrisie et leur lâcheté dépassaient de loin mon imagination la plus folle. Ils étaient prêts à se jeter les uns les autres sous un bus, prêts à supplier à genoux pour obtenir pitié à la seconde où leur distributeur de billets était menacé. Il n'y avait pas une once de sincérité ou de véritable remords dans tout cela. Ils utilisaient le lien du mariage comme un bouclier humain, oubliant que ce sont eux qui l'avaient enterré vivant. J'ai ricané froidement, retirant vivement ma main et faisant un pas en arrière pour éviter le contact de Béatrice. J'ai regardé Thibaut droit dans les yeux. Ma voix était absolue et dénuée de toute émotion. Les liens familiaux, je suis désolée. Mais tout cela s'est terminé la nuit où tu as jeté à la poubelle les médicaments qui me maintenaient en vie. Je vous ai déjà donné 74 jours pour profiter des dernières miettes de votre train de vie luxueux. Considérez cela comme la toute dernière goutte de ma charité. Maintenant, ce rêve est terminé. Bienvenue dans la réalité. Je me suis ensuite tournée vers Hugo. J'ai hoché la tête et j'ai donné un ordre sec. Hugo, exécutez vos ordres. Jetez ces intrus dehors immédiatement. Ils n'ont rien à faire ici.
L'ordre était donné. Les 4 agents de sécurité ont bougé instantanément avec un professionnalisme terrifiant et une force brute. Ils ont avancé des 3 côtés, coinçant Thibaut et sa famille. Hugo a resserré une poigne de fer sur l'épaule de Thibaut. Sa prise écrasante a arraché un cri de douleur, rendant Thibaut totalement incapable de résister. Un deuxième garde a bloqué le bras de Béatrice dans son dos. Le troisième a attrapé Chloé. Béatrice a hurlé de manière hystérique, se débattant comme une folle, exigeant qu'il la lâche parce qu'elle était la belle-mère et avait le droit de vivre dans ce triplex, me maudissant jusqu'en enfer pour oser la jeter dehors. Thibaut a essayé de se rebeller, hurlant que j'étais folle de jeter mon propre mari hors de notre domicile conjugal. Je suis restée les bras croisés, répondant avec une sérénité totale « Tu te trompes, ce triplex est à mon nom, acheté avec mon patrimoine personnel avant notre mariage. Tu n'as pas le droit à un seul centimètre carré de cet endroit. Sortez-les de là. » Les gardes, sans dire un mot, et ont traîné de force Thibaut et sa famille vers la sortie. Leur résistance était totalement futile face à la taille et aux compétences des professionnels. Ils ont été violemment poussés dans le couloir. Ensuite, le 4e garde a rapidement attrapé toutes les valises de créateurs qu'il venait de faire rouler et les a balancées par la porte. Les lourdes valises se sont écrasées contre les murs du couloir dans un fracas assourdissant. Chloé a poussé un cri perçant. Rampant sur le sol en marbre pour récupérer son sac à main jeté, Thibaut et Béatrice se sont relevés en tremblant. Leurs vêtements de marque étaient froissés, leur visage pâle d'humiliation. Je me suis avancée sur le pas de la porte, regardant de haut, depuis une position de supériorité absolue, les personnes qui rampaient à mes pieds, et j'ai lancé mon dernier avertissement. À partir de ce moment, vous n'avez absolument plus rien à voir avec moi. Cet immeuble vous est définitivement interdit. Si vous osez revenir ici et faire un scandale, je ferai appel à la police pour violation de domicile. Préparez-vous à en assumer les conséquences. Puis, et j'ai reculé, et j'ai claqué la lourde porte en chaîne. Le grand boom a coupé les pleurs et les malédictions venant du couloir. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de la maison connectée, et j'ai instantanément effacé toutes leurs anciennes empreintes digitales, changeant le code d'accès pour une séquence aléatoire de 12 chiffres. Enfin, ma maison était redevenue silencieuse et propre. La première étape, sortir les poubelles, était terminée, mais ce n'était que le prélude à l'anéantissement total de leur famille. Le lendemain matin, Paris a accueilli la ville avec un soleil d'hiver radieux, une rareté pour la saison. Je me suis réveillée tôt, me sentant reposée et vibrante d'énergie. Après un sommeil paisible et sans cauchemar, j'ai enfilé un tailleur impeccable, un chemisier en soie blanche, associé à une jupe crayon noire, et un manteau en laine sur mesure. Il était temps de nettoyer le gâchis que Thibaut avait laissé dans mon entreprise, tout en coupant absolument toutes les sources de revenus qu'il restait à sa famille. Escorté par ma garde rapprochée, mon premier arrêt a été le siège social de la plus grande banque de Paris, sur le boulevard Haussmann. En tant que cliente VIP fortunée, j'ai été reçue personnellement par le directeur de l'agence dans un salon privé. J'ai posé ma carte d'identité et mes documents légaux sur le bureau en acajou, et j'ai donné des instructions catégoriques pour geler tous les fonds des 2 comptes joints que je détenais avec Thibaut. De plus, j'ai exigé l'annulation permanente de toutes les cartes bancaires secondaires au nom de Thibaut, Chloé et Béatrice, qui étaient liées à mes comptes professionnels. Tous les dépôts à terme à mon nom devaient être transférés sur un nouveau compte offshore hautement crypté dont j'étais la seule à détenir les clés. Les cadres de la banque ont agi à la vitesse de l'éclair. En exactement 15 minutes, une cascade d'alertes de confirmation a fait sonner mon téléphone. L'immense fleuve d'argent liquide qui soutenait le style de vie luxueux de Thibaut et de sa famille venait d'être officiellement asséché. À partir de cette seconde, il ne pourrait plus soutirer un seul centime de mon empire. Après avoir quitté la banque, nous nous sommes dirigés tout droit vers le siège social de l'entreprise que j'avais fondée.
Le gratte-ciel en verre de classe A se dressait majestueusement à la Défense. Je n'étais pas venu ici depuis longtemps. Et maintenant, j'y retournais, non pas en tant que modeste responsable administrative, mais en tant qu'autorité suprême. J'ai traversé le hall d'entrée avec une confiance mortelle et dominatrice. La réceptionniste et les chefs de département qui m'ont vu avaient l'air choqués et désorientés. Je me suis dirigé directement vers la salle du conseil de direction, ordonnant au directeur des ressources humaines et au directeur financier de convoquer immédiatement une réunion d'urgence du conseil. Là, j'ai présenté les documents légaux prouvant ma propriété à 95%, ainsi que la révocation des pouvoirs et la résolution du conseil démettant Thibault de ses fonctions de président-directeur général avec effet immédiat. Toutes les formalités administratives et légales avaient déjà été réglées par Maître Beaumont. Maintenant, c'était l'heure de l'exécution publique. Vers 10 heures du matin, Thibault s'est pavané dans le hall. Il portait un costume sur mesure impeccable acheté à Milan. Il marchait avec l'arrogance d'un titan de la finance, totalement inconscient de l'ouragan qui venait de toucher terre. Il s'apprêtait à passer les portiques de sécurité en verre quand 2 agents de sécurité de l'entreprise lui ont barré la route, l'informant qu'il n'était plus autorisé à pénétrer dans les locaux. Thibault les a foudroyés du regard et a crié, exigeant qu'il s'écarte, hurlant qu'il était le président de cette entreprise, à cette seconde précise, et le directeur des ressources humaines est sorti, portant une petite boîte en carton contenant les affaires personnelles du bureau de Thibault et tenant une lettre de licenciement disciplinaire dans l'autre main, avec de la glace dans les veines. Le DRH a poussé la boîte sur le torse de Thibault et l'a informé que, conformément à une résolution du conseil d'administration et de l'actionnaire majoritaire, Madame Joséphine, il était officiellement licencié pour faute grave à compter de ce matin. Il lui a ensuite ordonné de prendre ses ordures et de quitter la propriété. Thibault est resté pétrifié, les mains tremblant violemment alors qu'il prenait la lettre de licenciement. À la même seconde, son téléphone a commencé à sonner sans arrêt. C'était Chloé. Sa voix à l'autre bout du fil était de la pure panique, hyperventilant entre ses sanglots. Elle suppliait son frère de l'aider parce qu'en allant prendre un café avec ses amis de l'école de commerce, dans un salon luxueux du Marais, le serveur lui avait dit que sa carte était refusée. Elle avait essayé d'utiliser une autre carte dans une boutique haut de gamme, mais elle avait été refusée aussi, la laissant totalement humiliée et sans le moindre euro en poche. Pendant que ses amis se moquaient d'elle, elle suppliait Thibault de vérifier les comptes bancaires immédiatement. Sombrant dans une crise de panique, Thibault a ouvert son application bancaire. L'écran a clignoté avec un message d'erreur rouge vif, indiquant que les comptes avaient été gelés par le titulaire principal et que toutes les transactions étaient bloquées. Il est resté figé au milieu du hall d'entreprise animé. La boîte en carton lui a glissé des mains, répandant ses stylos personnalisés et ses stupides gadgets de bureau sur le sol en marbre. Toute l'arrogance bâtie sur son existence de parasite s'était brisée en poussière en moins de 24 heures, passant de milliardaire en vacances à Monaco. Thibault et sa famille avaient été dépouillés de tout, plongeant officiellement dans la pauvreté absolue sans un seul centime à leur nom, fixant le canon de la réalité brutale. Ma frappe nucléaire financière avait porté un coup dévastateur, ouvrant un tout nouveau chapitre de souffrance pour ces sangsues, jetés hors du majestueux gratte-ciel de la Défense. Thibault a trébuché sur le trottoir bondé, serrant sa misérable boîte en carton. Le vent glacial de l'hiver transperçait son fin costume italien en laine, le faisant frissonner violemment. Dans sa poche, son téléphone vibrait sans fin, avec les appels de sa mère et de sa sœur. Il a répondu d'une voix creuse et vaincue, les informant que tous les comptes étaient gelés et qu'il venait d'être licencié et escorté hors du bâtiment. À l'autre bout de la ligne, les gémissements de Chloé et les plaintes stridentes de Béatrice étaient assourdissants. Tous les trois se sont retrouvés dans un bar de quartier miteux et mal éclairé de la banlieue nord. Un contraste saisissant avec leur esthétique glamour à leur descente de l'avion. Maintenant, ils avaient l'air incroyablement ébouriffés. Leurs valises de créateurs éraflées reposaient sur le sol collant taché de bière. Les yeux de Chloé étaient gonflés à force de pleurer.
son mascara hors de prix coulant sur son visage, Béatrice s'est affaissée sur une banquette en vinyle bon marché. Le visage masqué par une terreur absolue, Thibaut a vidé ses poches. Rassemblant la monnaie et les billets qu'il pouvait trouver, cela s'élevait à un maigre 70 €. Ce n'était même pas assez pour commander un grand taxi pour transporter leurs bagages, et encore moins pour payer une chambre d'hôtel décente à Paris. À la tombée de la nuit, le froid mordant a commencé à s'infiltrer dans leur peau. Sans autre option, Thibaut a été forcé de mettre en gage certains des articles de luxe qu'il venait d'acheter. Il a pris le sac Chanel de Chloé et a enlevé la Rolex de son poignet. Cependant, comme il n'avait pas les certificats d'authenticité, les boîtes ou les reçus, et que le prêteur sur gage sentait leur désespoir, il a accepté de les racheter pour un prix absolument ridicule, qui est moins de 10% de leur valeur en boutique. Serrant une petite liasse de billets, Thibaut a goûté aux cendres amères de la réalité, ces articles de luxe, dépouillés de l'aura de richesse infinie, n'étaient plus que des poids morts qui ne pouvaient pas les sauver. Avec cet argent maigre, les trois ont loué une chambre dans un hôtel miteux infesté de cafards dans un quartier dangereux. La chambre était humide, exiguë, avec de la peinture qui s'écaillait sur les murs et une odeur de fumée de cigarettes froides et de moisissures. Il n'y avait pas de matelas moelleux, ni de chauffage central, juste des lits affaissés et cassés, et des couvertures fines et rêches. Béatrice a versé des larmes amères, sanglotant que, hier encore, elle dormait dans un complexe 5 étoiles à l'autre bout du monde, et que maintenant, elle était obligée de squatter dans ce trou à rats immondes. Leur premier dîner a consisté en des bols de nouilles instantanées, préparés avec de l'eau bouillante mendiée aux réceptionnistes de l'hôtel. Ils mouraient de faim, mais aucun d'eux n'avait d'appétit. L'épuisement, la déception écrasante et la terreur pure de l'avenir ont commencé à faire pourrir les liens fragiles de leur famille. Et ils se sont retournés les uns contre les autres comme des chiens sauvages. Béatrice a frappé du poing sur la table bancale, pointant du doigt Thibaut, hurlant que tout cela était de sa faute pour avoir été un mari stupide et faible qui avait laissé sa femme contrôler les cordons de la bourse. Elle gémissait que dans ses vieux jours, elle était forcée de souffrir dans les caniveaux. Alors qu'il lui avait promis qu'elle était sur le point d'hériter d'un empire, Thibaut a répliqué, hurlant qu'il l'avait fait pour la famille, et que lorsqu'il passait la carte noire pour lui acheter des sacs de créateurs et des montres, elle ne protestait pas. Elle riait et s'en vantait. Il a exigé de savoir pourquoi elle lui faisait porter le chapeau de tout le complot de meurtre. Maintenant, en les entendant crier, Chloé a perdu la tête. Elle a balancé son bol de nouilles en polystyrène contre le mur et a poussé un cri perçant à travers ses larmes, exigeant qu'il se taise. Parce que crier ne réglait rien, elle a ordonné à Thibaut d'aller au siège de l'entreprise le lendemain matin et de se mettre à genoux pour me supplier de leur donner un peu d'argent, ou au moins assez pour payer les frais de scolarité de son école de commerce privé. Dans cette chambre glaciale et misérable, les cris et les pleurs se sont fondus en une scène véritablement pathétique. Après avoir enduré une seule nuit de pauvreté réelle, leur nature égoïste et vile a été totalement exposée. Ils n'ont pas passé une seule seconde à réfléchir au crime odieux qu'ils avaient commis contre moi. Au lieu de cela, ils se rejetaient la faute d'avoir perdu leur poule aux œufs d'or. Cette souffrance n'était que l'entrée en matière pour le feu de l'enfer moral et légal qu'ils allaient devoir affronter. Le lendemain matin, à la seconde où je suis sortie de mon ascenseur privé, pour entrer dans la suite de la direction, mon assistante a accouru, paniquée. En bas, dans le hall d'entrée du rez-de-chaussée, Thibaut et sa famille faisaient un énorme scandale, attirant une grande foule d'employés et de cadres de passage. Par pur désespoir, ils avaient décidé de monter une représentation théâtrale, espérant que la pression publique me ferait honte et m'obligerait à reculer et à leur faire un chèque à travers les caméras de sécurité diffusées sur les écrans de mon bureau. J'ai regardé leur mauvais feuilleton télévisé se dérouler. Béatrice avait intentionnellement étalé son maquillage et ébouriffé ses cheveux pour ressembler à une mendiante victimisée.
Elle a commencé à hurler de manière hystérique au milieu du hall en marbre poli. Agitant les bras et pleurant bruyamment, elle gémissait à tous les passants que sa belle-fille diabolique avait volé la fortune de leur famille et jeté son mari et sa belle-mère âgée à la rue dans un froid glacial, affirmant qu'ils m'avaient soignée avec amour pendant une horrible maladie et que maintenant, je les avais abandonnés pour qu'ils meurent de faim. Thibaut se tenait à côté d'elle, à l'air totalement dévasté, essayant d'expliquer à la foule qui chuchotait que sa femme avait une liaison et qu'elle avait conspiré avec son amant pour le piéger et lui voler l'entreprise qu'il avait bâtie de ses propres mains. Chloé jouait son rôle à la perfection, sanglotant de façon incontrôlable et demandant pitié. Elle accusait sa belle-sœur d'être un monstre qui avait coupé le financement de ses études universitaires, juste pour ruiner l'avenir d'une jeune fille, par pur ressentiment. La foule s'est épaissie. Les murmures résonnaient contre les murs en verre. Et la sécurité du bâtiment a dû former une barricade humaine pour les empêcher de prendre les ascenseurs d'assaut. Plusieurs personnes ont même sorti leur téléphone et commencé à filmer pour TikTok. J'étais assise calmement dans mon fauteuil de direction en cuir, sirotant un latte au matcha brûlant. Je n'étais pas en colère, et je n'avais absolument aucune intention de descendre là, bas pour me disputer avec des ordures. Les gens sans scrupules sont prêts à tout lorsqu'ils sont acculés. J'ai ordonné à mon assistante de demander aux responsables de l'immeuble d'appeler la police pour les expulser pour trouble à l'ordre public. Pendant qu'ils étaient occupés à jouer la comédie à fond dans le hall, mon équipe de relations publiques a exécuté une frappe silencieuse et fatale, une publication extrêmement détaillée, soutenue par des preuves solides et irréfutables, a été diffusée sur toutes les grandes plateformes de réseaux sociaux, X, TikTok et Instagram. La publication ne contenait pas d'insultes, juste des fichiers vidéo bruts. La première vidéo était l'enregistrement net de la caméra cachée, montrant Thibaut jetant froidement mes médicaments vitaux à la poubelle, coupant les disjoncteurs et fermant l'arrivée d'eau avant de partir. La deuxième pièce à conviction était un montage de photos et de vidéos d'eux faisant la fête, récupérées directement de leur propre compte public Instagram et Facebook, juxtaposés juste à côté des relevés de cartes de crédit de plus de 150 000 €, horodatés aux jours exacts où mon cœur était en train de lâcher en réanimation. Et la dernière vidéo était une diffusion en direct d'eux en train de se rouler par terre et de simuler des pleurs dans mon hall à cet instant précis. En moins de 2 heures, la publication est devenue virale de manière fulgurante. Une vague massive d'indignation publique a explosé. Le fil d'actualité a été partagé des centaines de milliers de fois. Il a été inondé de commentaires condamnant violemment la cruauté sociopathique de la famille de Thibaut. Internet était complètement horrifié par la sombre réalité d'un mari essayant de tuer sa femme malade à petit feu pour un héritage. Des commentaires cinglants affluaient, le traitant de psychopathe, de monstre, et exigeant que le procureur de la République engage des poursuites pénales contre ces sangsues. La puissance de la vindicte sur Internet est absolue. Leurs informations personnelles, numéros de téléphone et adresses précédentes, ont été rapidement révélés par des internautes furieux. Les masques de victimes qu'ils portaient dans le hall ont été entièrement arrachés. La police est arrivée, a dispersé la foule et a menacé d'arrêter la famille s'ils ne quittaient pas les lieux immédiatement. Ils ont titubé sur le trottoir de la Défense, entourés par les regards dégoûtés et les insultes des passants qui regardaient littéralement les vidéos virales sur leur téléphone en marchant. Le ciel n'est jamais aveugle. Les mâles, aussi bien déguisés soient-ils, finit toujours par être traîné dans la lumière et jugé par la société. L'incendie numérique a rapidement débordé dans le monde réel, transformant la vie de la famille de Thibaut en une tragédie absolue. Après que la vérité a été exposée, toutes les portes se sont claquées à leur nez. Enfin, ils ont ressenti ce que signifiait être totalement rejeté par la société humaine. Thibaut, en tant que cerveau de la tentative de meurtre, est devenu l'ennemi public numéro 1. Complètement fauché. Il a essayé de postuler pour des emplois de manutentionnaire dans des entrepôts, mais son visage était placardé partout aux informations,
Quand il s'est présenté pour un entretien, la responsable des ressources humaines l'a reconnu instantanément et l'a littéralement chassé, hurlant qu'il n'embauchait pas de psychopathes et lui disant de sortir ses ordures de son bureau. Il a été définitivement mis sur liste noire du marché du travail. Le sort de Chloé n'était pas meilleur. La vidéo d'elle faisant une crise de nerfs est devenue virale dans toute son école de commerce. Quand elle s'est présentée en cours, tout le monde l'a regardée avec un pur dégoût. Les étudiantes de son cercle, qui adoraient ses sacs de créateurs, la traitaient maintenant comme une pestiférée. Le coup de grâce est arrivé lorsqu'elle a été convoquée dans le bureau de la direction. On lui a remis un avis d'exclusion officiel pour violation grave du code de déontologie de l'établissement, aggravé par des retards de paiement très importants de ses frais de scolarité. Son avenir académique était réduit en cendres. Pendant ce temps, Béatrice a vécu sa journée la plus sombre sur un marché de quartier vers Barbès. Alors qu'elle essayait de récupérer des légumes abîmés bon marché, un vendeur l'a reconnue grâce aux vidéos TikTok. Il lui a vidé un seau d'eau sale de serpillière sur les chaussures et lui a hurlé de dégager. Il a crié qu'il ne vendrait pas une seule pomme de terre à une vieille sorcière maléfique qui avait aidé son fils à assassiner sa femme pour de l'argent, déclarant que tout le marché la boycottait. D'autres vendeurs se sont joints à lui, lançant des insultes et des fruits pourris jusqu'à ce qu'elle fuit. Terrorisés, le sommet absolu de leur souffrance a été atteint lorsqu'ils sont retournés au motel miteux. Le propriétaire, un homme massif avec une politique de tolérance zéro, les attendait devant leur porte. Il avait balancé leur sac de créateurs et raflé sur le parking boueux et leur a ordonné de quitter sa propriété instantanément. Il a dit que des journalistes et des justiciers d'Internet en colère appelaient la réception depuis le matin, effrayant ses autres locataires louches. Il leur a jeté leur caution au visage, leur disant de considérer cela comme de la charité et de foutre le camp à la tombée de la nuit. Le vent perçant de l'hiver parisien coupait jusqu'aux os. Ils ont été jetés à la rue sans argent, sans nulle part où dormir, totalement épuisés, affamés et gelés. Finalement, ils ont traîné leurs valises défoncées sous un pont du boulevard périphérique, se blottissant dans un coin crasseux près d'un grillage juste pour se couper du vent. Béatrice frissonnait violemment, enroulant ses bras autour de Chloé. Thibaut était assis sur le béton, fixant le vide dans l'obscurité avec des yeux creux et sans vie. Dans ce froid brutal, ils ont enfin ressenti les conséquences atroces de leur propre cruauté. Les vêtements de créateurs qu'ils portaient ne les tenaient plus au chaud. Les sacs Chanel hors de prix reposaient dans la terre, devenus des déchets sans aucune valeur. Auparavant, ils m'avaient laissé dans le noir, au seuil de la mort. Maintenant, le karma les forçait à expérimenter exactement le même désespoir, multiplié par 1000. C'était aujourd'hui l'audience de condamnation pour le procès pénal pour tentative d'assassinat. À la cour d'assises de Paris, la procédure civile concernant la séparation des biens et le divorce pour faute avait déjà été entièrement résolue en ma faveur dans un tribunal distinct. Je suis entré dans la salle d'audience, vêtu d'un tailleur noir d'une coupe irréprochable. Mes cheveux étaient parfaitement coiffés. Ma posture était sereine et intouchable. Derrière moi se tenait une phalange des avocats les plus redoutables de la capitale, dirigée par Maître Beaumont. De l'autre côté, Thibaut avait l'air complètement brisé. Il était émacié, avec des cernes violets sous les yeux, et sa chemise semblait flotter sur sa silhouette. Béatrice et Chloé, assises dans le public, qui ne pouvaient que regarder le sol. Le procès a commencé. Le procureur de la République, travaillant en étroite collaboration avec mon équipe juridique, a présenté les preuves avec une précision létale. Ils ont retracé l'origine de chaque actif, le triplex, l'entreprise, les comptes bancaires, tous les actes de propriété. Les documents de procuration et les virements prouvaient que l'Empire était ma propriété exclusive, acquise avant le mariage et financée par ma famille milliardaire. Thibaut n'avait pas contribué d'un seul centime. Le point culminant du procès est arrivé lorsque le juge a ordonné au greffier de diffuser les images de vidéosurveillance sur les écrans du tribunal.
La vidéo haute définition de Thibault, jetant froidement mes médicaments vitaux, coupant les disjoncteurs et fermant l'eau a été diffusée en silence. Un hoquet collectif de répulsion a résonné dans la salle d'audience. Ensuite, l'accusation a soumis ma demande de 500 000 € de dommages et intérêts pour traumatisme physique et psychologique extrême. Thibault a essayé de se défendre d'une voix chevrotante et pathétique. Il a regardé le juge, affirmant que les médicaments étaient tombés dans la poubelle par accident et a supplié le tribunal de lui accorder juste une petite fraction du patrimoine conjugal pour qu'il puisse survivre, parce qu'il ne lui restait absolument rien. Le juge a réajusté sa robe, s'est penché au-dessus de son pupitre et a coupé la parole à Thibault d'une voix de tonnerre. Il a ordonné à l'accusé d'arrêter d'insulter l'intelligence du tribunal, déclarant que la vidéo était une preuve irréfutable de préméditation malveillante. Il a rappelé à Thibault que la loi protège la justice, pas la cupidité sociopathique, ajoutant que son indigence actuelle était la conséquence directe et méritée de son acte monstrueux. Après délibération, le juge a rendu la sentence, prenant en compte la décision du tribunal civil qui l'avait dépouillé de tous ses biens. La cour d'assises s'est concentrée uniquement sur le châtiment. Le juge a condamné Thibault à 8 ans de réclusion criminelle, à la prison de la Santé pour tentative d'assassinat, et lui a ordonné de payer 500 000 € de dommages et intérêts à la victime. Le claquement sec du marteau du juge a officiellement clos le chapitre le plus sombre de ma vie. La justice avait été rendue. Impitoyablement, Thibault s'est effondré à genoux. Complètement brisé, Béatrice et Chloé ont pleuré de manière hystérique dans le public. Ce verdict ne s'était pas contenté de réduire à néant leurs illusions de grandeur. Il avait attaché une dette massive et impayable sur le dos d'un criminel qui ne pourrait plus jamais trouver de travail. C'était le véritable prix de leur cupidité sans fond. Le ciel de Paris était d'un bleu éclatant et sans nuages. Je suis sortie sur les marches du palais de justice. Embasse, j'ai vu 2 policiers escorter un Thibault menotté vers un fourgon cellulaire. À côté de lui, Béatrice et Chloé, portant des vêtements sales et usés et ayant l'air absolument misérables, ont brisé la ligne de la presse et ont essayé de se précipiter vers moi, bloquant mon passage vers mon SUV blindé qui m'attendait. Elles avaient l'air pathétiques, dépouillées de chaque once de dignité humaine, et toutes 2 se sont jetées sur moi, attrapant désespérément l'ourlet de mon manteau. Béatrice m'a supplié, sanglotant violemment, le visage trempé de larmes, répétant qu'elle savait à quel point son péché était immense. Elle a crié que dormir sous un pont du périphérique lui avait ouvert les yeux, que l'argent l'avait aveuglée, et m'a supplié de faire preuve de pitié. Chloé m'a attrapé la cheville, pleurant à chaudes larmes et implorant le pardon pour sa pure stupidité. Et pour avoir participé à ma torture, elle a pleuré qu'elle avait été renvoyée, que tous ses amis l'avaient abandonnée, et qu'elle voulait juste une dernière chance de réparer sa vie. Thibault a menotté, s'est effondré et a pleuré devant moi, comme un enfant. Il a avoué qu'il savait que son crime était impardonnable et qu'il ne me demandait pas de le reprendre parce qu'il savait qu'il n'était qu'une ordure. Il a juré qu'il purgerait sa peine, mais il m'a supplié de lui donner juste un peu d'argent pour que sa mère et sa sœur puissent acheter des billets de train pour retourner dans la Creuse, jurant qu'il travaillerait en prison pour payer les dommages et intérêts, et m'implorant de ne pas les laisser mourir de faim dans les rues de Paris. Je suis restée parfaitement immobile. Les regardant de haut, ce n'est que sur le fil du rasoir, entre la vie et la mort, qu'un être humain réalise ce qui a vraiment de la valeur. Leurs larmes de remords aujourd'hui semblaient sincères. C'était le réveil brutal d'une conscience qui ne se produit qu'après avoir vécu une souffrance apocalyptique. Cette leçon, bien qu'arrivée trop tard pour les sauver, était la plus précieuse qu'ils apprendraient jamais. Cependant, comprendre pourquoi ils pleuraient ne signifiait pas que j'allais leur pardonner, ni justifier leurs actes. Pardonner signifiait libérer le poison de mon propre cœur, pas lancer une bouée de sauvetage aux démons qui avaient essayé de me noyer. Je ne les haïssais plus, mais je n'avais absolument aucune intention de leur offrir la moindre aide.
L'argent et le luxe avaient été échangés pour toujours contre cette leçon de vie atroce. Je les ai regardés pour la toute dernière fois. Ma voix était douce, mais elle a transpercé le bruit de la ville comme du verre. J'accepte vos excuses, mais entre nous, c'est complètement terminé, il ne reste aucune dette à régler. La route que vous arpentez maintenant est pavée par vos propres choix. Marchez-y et subissez les conséquences de votre propre destin. N'essayez plus jamais d'apparaître dans ma vie. Sur ces mots, je suis monté avec détermination à l'arrière du SUV. La lourde porte blindée s'est refermée, séparant mon monde paisible de leur cauchemar sans fin. J'ai baissé les stores des vitres, et je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. J'ai parlé à mon chauffeur d'un ton léger et enjoué, lui disant de nous ramener à la maison parce que mes parents attendaient avec le déjeuner. Le véhicule a glissé silencieusement dans la circulation ensoleillée de Paris. Derrière moi, ces 3 personnes étaient toujours agenouillées sur l'asphalte froid, pleurant dans une dévastation totale, tandis que devant moi s'étendait un ciel infini, l'étreinte chaleureuse de mes parents et une nouvelle vie brillante. Remplie d'une paix absolue, la saga de la cupidité et de la trahison avait pris fin, remplacée par un amour sincère et une tranquillité d'esprit inestimable. En fermant le livre sur ce chapitre dramatique, peut être que l'écho du silence glacial dans cette chambre mourante, ou l'image de ces larmes désespérées sous un pont du périphérique, nous oblige encore à réfléchir profondément. C'est peu être à travers ces épreuves que nous réalisons que la chose la plus terrifiante dans ce monde n'est pas une maladie incurable, mais la cupidité sans fond et la cruauté du cœur humain. Surtout venant de ceux que nous appelons notre famille, la plus grande leçon est que le karma est absolu et inflexible. Celui qui sème le vent récoltera la tempête, finissant détruit et rejeté à la fois par la société et par la loi. D'un autre côté, cette histoire est un témoignage de la nécessité absolue de l'indépendance et de la force d'une femme, même dans les abîmes les plus sombres de l'enfer. Nous devons garder le contrôle de nos propres vies, rester financièrement indépendantes et avoir le courage impitoyable de défendre notre propre destin. Nous ne devons jamais remettre notre survie entre les mains des autres, parce que le feu qui brûle en nous et les véritables liens de notre sang sont nos seules forteresses impénétrables. En fin de compte, peu importe combien coûtent vos vêtements de créateur ou l'immensité de l'empire que vous essayez de voler, rien de tout cela ne pourra jamais camoufler une âme noire et pourrie. Seul l'amour sincère, la gratitude et une volonté de faire sont les véritables fondations qui permettent à une personne de traverser ce monde la tête haute